Qu'est-ce qu'on fait quand tout va mal? Comment est-ce qu'on trouve quelque chose pour rebondir? Le road trip, c'est des problématiques. C'est la voiture qui pète, c'est on sait pas où est-ce qu'on va se doucher. Il n'y a plus d'inconnus, on a des cartes très précises, on a Google Maps dans notre poche. Le moindre centimètre carré de la Terre a été traversé. On voit aujourd'hui les discours des grands entrepreneurs à réussite qui disent « moi je me lève à 4h du matin ». Bah ouais, il n'y a pas de temps perdu, mais il n'y a pas de vie. Ton écriture, c'est de restituer sa beauté et sa poésie à ce qui relève de l'ordinaire et du trivial. Albert Camus dit « se fuir, c'est toujours courir vers sa perte ». Non, pas d'accord avec Albert. Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous du 19 et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Victor Pouchet pour son livre Voyage chez Gallimard. Un livre qu'on a énormément aimé avec Raph aujourd'hui, dont j'ai le plaisir de pouvoir partager cette interview. Comment vas-tu, Victor? Bah très bien, très content d'être là, c'est la joie. Magnifique, on va faire une petite introduction afin que tout le monde puisse te connaître. Tu es écrivain, anciennement enseignant du coup, passionné de littérature et de voyage. Donc aujourd'hui, ton nouveau livre Voyage, c'est un récit qui est hybride à la croisée de l'autofiction, du carnet de route et de la méditation littéraire. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du personnel dans ce livre ou pas du tout? C'est vraiment une création fictive Non, il y a quelque chose, il y a beaucoup de choses personnelles. Il y a une très ancienne passion pour les musées bizarres que je visite depuis des années, depuis le musée de la fraise de Plougastel jusqu'au musée du Pigeon, le musée des poids et mesures, et un drame personnel que j'ai traversé qui est la perte d'un enfant à venir et faire face à l'impossibilité d'avoir un enfant. Et donc c'est ces deux choses que j'ai transformées en roman, que j'ai décidé de traiter par la fiction, mais qui m'ont marqué, qui ont eu un rôle dans la naissance du livre. On rentre dans la peau de Orso et Marie, qui sont deux personnages qui voient leur quotidien bouleversé par un chagrin brutal. Au départ, on ne sait pas vraiment ce qu'est ce chagrin. Et ils vont partir et faire un road trip, du coup, à travers différents musées, différents lieux, pour fuir leurs problèmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans cette espèce de monde où on nous dit il faut absolument faire face à ses problèmes, faire face à ses responsabilités, ce culte un peu du développement personnel. Et là, pour le coup, on n'y est pas du tout, quoi. On est à l'opposé, on oublie tous les problèmes et on essaie de vraiment se divertir au maximum. Ouais, exactement. Donc, ce couple fait face à ce chagrin brutal, donc on va découvrir petit à petit. Et Orso, lui, décide de mettre en place ce qu'il appelle la théorie de la grande diversion. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand tout va mal? Comment est-ce qu'on trouve quelque chose pour rebondir? En fait, je pense que c'est une question que tout le monde se pose. Et en effet, il y a des réponses à apporter, l'idée de faire face à son malheur, de travailler, etc. Là, la réponse, c'est la grande diversion. Et donc, quoi de mieux, se dit Orso, que de trouver du réconfort au musée des poids et mesures à Mécringes dans la Marne. Et c'est la première étape de leur road trip qui ensuite va être complètement improvisée. Ils vont aller au musée de la mine de fer de Moselle, puis traverser un peu la France. L'idée, c'est de trouver une façon de se tourner vers l'inconnu, retrouver une sorte d'aventure dans une vie qui à un moment est alourdie, appesantie par un malheur qui nous dépasse. Je pense qu'on est tous à des moments de notre vie scotchés comme ça, avec le sentiment d'avoir aucune perspective, aucun horizon. Et il y a plein de façons de trouver du réconfort. On peut se saouler de séries, se saouler tout court, s'abrutir par plein de moyens. On peut aussi trouver de la surprise, de l'aventure, et c'est ce que cherchait Orso. C'est intéressant parce qu'il y a cette idée de grande diversion et il y a aussi quelque chose qu'on retrouve dans vos précédents livres, et c'est le titre d'un d'entre eux, l'option légère, quelque chose qu'il y a déjà dans Autoportrait en chevreuil, où c'est la petite amie d'Elias qui lui dit pour affronter un passé qui n'est pas forcément évident, et si on prenait l'option légère. Ça a ensuite été le titre d'un de vos romans-poèmes. Ouais. Cette idée d'option légère, c'est-à-dire d'essayer de s'alléger un petit peu, de partir ou de penser à autre chose, est-ce que c'est une matrice de toute votre œuvre? Est-ce que c'est un thème que vous voulez central? Complètement, en fait, c'est pas que je le veux central, c'est que je me rends compte qu'en fait, c'est une obsession qui m'occupe depuis presque tous mes livres, et presque tous mes livres, c'est un peu bizarre de dire ça, mais pourrait s'appeler l'option légère, ou pourrait s'appeler la grande aventure. Et ce livre-là, en effet, travaille cette question de l'option légère. À quel moment, on trouve une façon de réinsuffler de la légèreté et de se distraire. J'ai découvert très récemment qu'en fait, la capacité qu'a l'homme à se distraire, c'est-à-dire à passer du drame à la légèreté, à penser à la mort, puis à la recette de gâteau à la châtaigne de sa grand-mère, puis à scroller sur son téléphone, un truc qui nous semble hyper pesant. Enfin, on voudrait pouvoir se concentrer
lire un livre jusqu'au bout, être à sa tâche. En fait, cette capacité à la distraction, c'est une sorte de moyen de survie. Et il se trouve que les autres espèces animales ne l'ont pas. Les primates, par exemple, ne peuvent pas se distraire. Un chimpanzé qui a décidé d'aller chercher à manger, il va aller au bout de son idée. Un chimpanzé qui perd quelqu'un qu'il aime, il peut se laisser mourir de chagrin. Nous, comme hommes, comme humains, on a cette capacité à se distraire qui parfois n'est pas qu'on a du mal à activer. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est comment est-ce qu'on retrouve de la distraction, comment est-ce qu'on rebondit. Alors il y a plein de façons de le formuler, comment est-ce qu'on trouve des brèches dans le réel et comment est-ce qu'on s'évade. Et donc évidemment, c'est pas pour rien que ce livre-là est un road trip, que le premier était un river trip où le personnage descendait la Seine, qu'il y a toujours du mouvement parce qu'en effet, il y a un moment où on doit retrouver de l'élan et un élan qui va aussi nous sortir de nous-mêmes, nous plonger dans quelque chose qui est inconnu. Et la littérature, l'écriture est aussi une forme de distraction, y compris pour vous qui recyclez un drame personnel en un livre. La littérature, c'est une façon de faire quelque chose de ce chaos. On a toujours l'impression que notre vie apparaît sous la forme du chaos, que des choses s'enchaînent, on n'arrive pas très bien à trouver un sens. Et à un moment, de toutes ces émotions qui nous ont traversées pendant un moment, l'absurde, la drôlerie, l'inquiétude, le deuil, des formes de deuil qu'on ne saurait pas nommer. Un moment, écrire permet de les ranger. Alors parfois, moi je les range dans des poèmes, parfois je les range dans des romans. J'en fais un récit, c'est-à-dire qu'il y a un début, un milieu, une fin. On n'est plus dans cette espèce de grand champ vraiment chaotique. Et ça, c'est un grand sentiment d'apaisement, en fait, que transformer quelque chose en un récit, c'est-à-dire lui donner une forme et lui donner quelque chose qu'on peut regarder et qui n'est plus simplement de l'ordre du bouillonnement chaotique et qui devient quelque chose. Donc là, on rentre vraiment dans ce bouquin, c'est vraiment pour le coup un voyage de base. Ouais. Voyage, ça me fait un peu penser à la chanson, quoi. On entend en effet quelque chose, chansons. Moi j'ai toujours des chansons dans la tête, mais en librairie on voit le titre, on se dit je vais l'acheter, il y a un truc sympa. C'est une sorte de piège que je fais aux gens qui traversent la librairie. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas besoin de l'acheter, ils auront de toute façon la chanson en tête. Ouais, c'est gratuit. Rien que d'y penser, ça y est, je suis déjà foutu. Mais peut-être d'autres chansons aussi en tête en ouvrant le livre, parce que le livre travaille avec beaucoup de musique. Comme en effet c'est un road trip dans une voiture, à la fois on s'arrête à la station-service pour manger, on choisit sa route et aussi on allume la radio et parfois on choisit pas sa playlist, on est sur telle ou telle radio et nous arrivent des mélodies et des chansons qui deviennent des rengaines et dont on a parfois du mal à se sortir le rythme de la tête. J'ai voyagé pendant plus de 10 ans dans ma vie, dans le monde entier, et il y a un truc qui revient à chaque fois quand je vais voir quelqu'un, il me dit mais c'est fou, qu'est-ce que tu fuis à voyager comme ça? Si tu passes autant d'années que tu n'arrives pas à te poser quelque part, c'est que tu fuis forcément quelque chose. Est-ce que pour toi, à travers ce bouquin, ces deux personnages qui, eux, pour le coup, fuient vraiment la brutalité du réel, on va dire, est-ce que pour toi, le voyage est une certaine forme de fuite ou comment est-ce que tu perçois les vertus du voyage? C'est marrant parce que le titre de travail de ce livre, pendant longtemps, avant de devenir Voyage, c'était « Ici sont les dragons ». Peut-être que vous connaissez cette inscription. En fait, on la retrouvait sur une des premières cartes de 1510, un planisphère. Et au sud-est de l'Asie, il y avait écrit en latin « Hic sunt dracones », donc « Ici sont les dragons ». Et en fait, c'était un lieu de la carte qui n'avait pas été encore connu, encore traversé. Donc, dans le lieu inconnu, on plaçait en 1510 le dragon, c'est-à-dire le merveilleux, l'inattendu. Et pour moi, en fait, le voyage, il correspond à la fois, évidemment, à une façon d'échapper à un quotidien, à une routine, mais aussi, véritablement, à une recherche du merveilleux. On a l'impression que tout le merveilleux a été exploré, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'inconnus, on a des cartes très précises, on a Google Maps dans notre poche, le moindre centimètre carré de la Terre a été traversé, le Sahara a été exploré, il y a même un robot qui nous envoie des photos du relief de Mars. Enfin, c'est difficile de se dire qu'il y a de l'inconnu. En réalité, en fait, il y a toujours du merveilleux pour peu qu'on soit dans une disposition à le saisir. Et le merveilleux, ça peut être le musée du Lacet, ça peut être une station-service, ça peut être une dame dans une auberge qui nous raconte l'ensemble de sa vie de A à Z. Et là, on a aussi à nouveau envie de fuir. Mais donc pour moi, c'est trouver de la surprise, trouver quelque chose qui va nous sortir de nous-mêmes et nous faire rencontrer aussi d'autres histoires. Parce que j'imagine que toi, dans tes voyages,
qui allait aussi à la découverte, pas simplement de lieux, mais d'histoires, d'êtres qui avaient d'autres vies que la nôtre. Et en fait, quand notre vie nous semble tellement pesante, désagréable, routinière, et ben, je crois qu'on gagne beaucoup à aller voir ce qui se passe dans la vie des autres, à aller entendre d'autres histoires, accéder à d'autres réalités. Ouais, complètement, complètement. Et puis, ça me fait penser, alors je pense peut-être que tu connais, à Clément Rosset, qui lui parle, c'est le philosophe qui parle beaucoup du double, de dédoubler le réel, de toutes les façons qu'on a de pouvoir se sortir en fait de la réalité telle qu'elle est. En fait, on n'accepte tellement pas le réel que l'humain met 1000 subterfuges pour pouvoir faire passer ses illusions comme étant plus réelles que le réel lui-même, en gros. Et est-ce que dans ce voyage où ces deux personnages-là foncent, en fait, en quelque sorte, pour oublier, vont quand même dans tout type de musées, vraiment des musées les plus, pour le coup, complètement absurdes, on peut dire ça. Moi, ils sont tous vrais d'ailleurs. Ils sont tous vrais. Je les ai tous traversés, j'ai passé 2 ans à les visiter. Ouais. C'est très très drôle parce que moi j'ai fait Lourdes, je suis allé à la suite de Lourdes. Musée des cires de Lourdes. Au musée des cires de Lourdes et au musée des gendarmes. Gendarmes et du cinéma à Saint-Tropez. Exactement. Ce qui fait que quand tu les décris à l'intérieur, j'étais mort de rire parce que je me dis c'était vraiment exactement ça. C'est une passion que toi t'as en tant que tu retranscris dans ton livre, ou est-ce que c'est quelque chose, une caractéristique que tu as voulu donner à tes personnages ? Non, vraiment, là, pour le coup, c'est une obsession, une passion, je ne saurais pas trop la nommer, mais que j'ai depuis une quinzaine d'années, en fait, vraiment, tout mon temps libre est passé, alors pas depuis 15 ans, mais là, depuis 2 ans, tout mon temps libre est passé par des visites de musées qui m'attirent pour des raisons à chaque fois différentes. Le musée du Loup de Saint-Égonnec, le musée de la station-service, le musée des gendarmes et du cinéma, le musée des nourrices du Morvan. J'y vais parce que quelque chose me dit que j'ai quelque chose à y trouver. Et en fait, c'est des musées à chaque fois très différents où je me rends compte qu'il y a une épaisseur de vie, une épaisseur d'histoire. C'est-à-dire que c'est pas simplement des musées qui sont, certes, ils peuvent faire sourire, mais c'est aussi des musées qui souvent ont été créés par des gens qui ont une collection et donc ont pris soin d'objets parfois très dérisoires. Le musée du pigeon, des types formidables, experts en pigeons, qui font voyager les pigeons des pigeons voyageurs à travers la France et qui ont une collection avec des bagues à cigares avec des pigeons, des bocs de bière avec des pigeons, plein de choses qui semblent un peu ridicules, mais qui en fait sont des objets que seuls eux possèdent, dont ils prennent un soin presque sacré, et qui portent en fait toute l'histoire de leur vie ou toute l'histoire d'un amour, d'une passion. Et ça vaut pour des gens, ça vaut aussi pour des régions. Voilà, le musée de la truffe, bon, on a tout un monde qui a été une région qui a été transformée par la récolte de la truffe. Bon, je vais pas tous les faire parce que là l'émission va devenir vraiment génial, les gens vont cliquer très vite pour passer, mais vraiment c'est des lieux pour moi qui résonnent très fort, qui sont très peuplés. On entre parfois dans des endroits, ici par exemple dans une librairie comme ça, c'est un monde qui est peuplé d'histoire. Et ben les musées pour moi c'est ça, c'est des endroits qui sont peuplés. Et on retrouve ça, en fait, on voit que cette faculté, ce désir qu'a l'homme de s'accompagner, de garder des objets, bah, il est aussi vieux que l'homme. Si on pense par exemple aux tombes des pharaons, Toutankhamon avec 5000 objets, mais pas simplement des objets précieux, aussi ses sous-vêtements, sa chaise pliante, enfin j'adore ça, c'est qu'on garde des traces de ce qu'a été nos vies. Et les musées, c'est ça. En lisant ton livre, moi aussi j'ai commencé à faire des recherches un peu à droite à gauche sur des musées bizarres. Et d'ailleurs, ça m'a été suggéré, enfin bizarre, disons, qui sortent de l'ordinaire, mais c'est pas un péjoratif, bizarre. Et je suis tombé sur un musée qui se trouve en Croatie, je sais pas si tu as entendu parler, qui s'appelle The Museum of Broken Relationships, donc des relations rompues, et qui est un projet assez marrant parce qu'en fait, ses fondateurs demandent à des anonymes, de fournir un objet qui symbolise la fin d'une histoire amoureuse et d'y apposer un texte court qui raconte un peu cette histoire-là. T'en avais entendu parler ? Ouais, je connais l'existence de ce musée, je n'y suis jamais allé, mais c'est un projet qui est très beau et qui en effet résonne avec ce qu'on vient de dire à l'instant, parce que c'est qu'est-ce qu'on garde d'une histoire, et à la fois dans ce musée, je crois que ça joue aussi le rôle d'un lieu où on peut placer des choses qu'on ne peut pas garder avec soi parce que c'est trop douloureux de garder les traces d'un amour brisé. Et en effet, il y a quelque chose de très poétique, et c'est très souvent on retrouve dans des musées des objets tellement anodins
je sais pas, on va dans le musée de Rimbaud, il y a sa petite cuillère. Alors évidemment, sa petite cuillère, pourquoi est-ce qu'elle a de la valeur? Juste parce que quelqu'un nous dit qu'elle aurait appartenu à Rimbaud. Et ça, c'est fantastique. Parce que comme une relique, en fait, comme le sensuaire ou la couronne d'épines, quoi. Ouais, c'est ça obtient une aura parce que c'est sous une vitrine, parce qu'il y a le cartel, parce que quelqu'un a dit c'est ça que je veux montrer, ça que je veux garder d'une vie. Et ça c'est très puissant, en fait, comme là aussi, comme démarreur d'imaginaire. Parce que on s'imagine Rimbaud manger son casse-croûte en voyage, justement, ou chez lui dans les Ardennes avec cette cuillère. Je dis ça, je suis même pas sûr qu'il y a une cuillère dans le musée de Rimbaud, mais en tout cas, c'est des objets qui sont très très chargés d'histoire et d'imaginaire, du coup. C'est personnel, mais tu as une idée d'un objet que tu y mettrais, toi, dans ce musée-là? Moi, par exemple, ce serait une tasse de café Starbucks avec mon nom écrit avec un F au lieu d'un PH. Voilà, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais... On aimerait avoir l'histoire. Qu'est-ce que je mettrais Ouais, c'est compliqué là d'avoir un objet qui me vient directement en tête parce qu'en plus ça m'oblige à me repencher vers des séparations passées. Peut-être que j'y mettrais des livres, ou un livre, parce que c'est aussi des choses qui circulent dans une histoire d'amour, ou alors peut-être encore mieux une chanson. Mais alors comment est-ce qu'on conserve une chanson sous la forme d'un disque, d'une cassette, d'un enregistrement, parce que je trouve que très souvent les choses qui nous rappellent le plus fortement une histoire d'amour, parfois c'est des objets réels, un pull, une écharpe, un truc que souvent on perd par mégarde quand on se sépare de la personne, mais aussi parfois c'est vraiment, et c'est encore plus dur parce que c'est une chanson qu'on a entendue ensemble, qu'on a écoutée, qu'on s'est envoyée. Et donc si on pouvait placer le répertoire d'un artiste dans ce musée et y retourner parfois parce qu'il est bon d'aller pleurer sur nos amours passés, puis ensuite revenir tranquillement, ça serait pas mal. C'est vrai que la musique, c'est super évocateur de souvenirs. Enfin, je pense qu'on a tous des musiques qu'on écoute, on se dit « Ah, je me rappelle très bien ce que je faisais à ce moment-là ». Lorsque j'ai commencé à découvrir cette musique ou autre, c'est parfois un peu désagréable. Enfin, je veux dire, tu tombes sur une musique que tu n'as pas forcément envie d'entendre à ce moment-là. Ouais. Il y a un truc dans la construction du livre que j'aime beaucoup, qui est très agréable en tant que lecteur. Je ne sais pas si c'est une tentative volontaire en tant qu'écrivain. Les chapitres sont longs, les chapitres sont très courts, et on pourrait presque dire que ce sont comme des fragments. C'est des chapitres très très courts où tu reviens sur un passage pour ensuite enchaîner sur un. Tout se joint magnifiquement bien, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre, comme un peu une fulgurance, comme une tentative de directement coucher et se dire j'ai pas besoin de plus là tout de suite, comme Borges pourrait écrire que des nouvelles. Tu disais qu'un roman, c'est pas capable, on n'a pas besoin de dire 1500 trucs pour quelque chose de très simple. Là, je retrouve un peu ça. Est-ce que c'est un travail éditorial, c'est-à-dire en revenant sur tes chapitres, tu dis ok, je vais travailler, supprimer ce qui n'est pas nécessaire, tout ça, jusqu'à le condenser au maximum, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est directement une tentative de dire ok, non, j'ai juste besoin de dire ça? Non, en fait, donc le livre est un road trip, on l'a dit. Orso et Marie, ils embarquent dans cette Renault 21 Nevada Break au départ, donc cette voiture un peu fatiguée. Et donc le fait que le livre soit un road trip impose quelque chose du point de vue de la narration. Ça veut dire que on est sur la route, comme tu disais, il y a une sorte de rapidité liée au chemin. Et donc j'ai tout de suite pensé le livre avec cette idée que fallait que ça avance vite, fallait que le lecteur soit un peu comme sur la plage arrière de la voiture et suive Orso et Marie dans leur aventure. Et avec aussi cette idée là qui est un travail en effet de coupe, de ciselage des chapitres. Que moi c'est mon angoisse parce que j'écris d'abord pour moi, je veux pas m'ennuyer en fait, et je veux pas aussi ennuyer le lecteur, je veux qu'il vienne avec moi, je veux que je l'emmène quand même dans le musée des poids et mesures de Mécringes. Donc je me dis merde, si le lecteur là se retrouve perdu dans une salle à voir chaque cartel, il va avoir envie de fuir et moi avec lui. Donc c'est une sorte de délicatesse ou d'attention que j'ai envers le lecteur pour essayer d'une part de l'emmener assez vite sur le chemin et puis de lui raconter les choses de la façon la plus plaisante possible, parce que je raconte des choses qui sont de l'ordre de l'aventure mais qui sont
une aventure de proximité. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le grand exotisme, on n'est pas sur un bateau dans le golfe du Mexique ou dans une fusée qui part sur la Lune. On est vraiment autour de la France, dans des endroits assez familiers, une station-service, une auberge. Et pour moi, je veux raconter ces scènes de façon à ce que ça prenne une ampleur. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'épopée, mais il va y avoir de l'épopée. C'est-à-dire que c'est un petit voyage qui va devenir une grande odyssée. C'est vrai. Et donc, trouver ce rythme-là de narration, c'était très important pour le livre. Et le livre, j'ai pu l'écrire justement quand j'ai trouvé ce rythme d'écriture, quand j'ai trouvé ce format de chapitre et le fait de trouver à chaque fois un enchaînement pour passer, parce qu'il y a ces moments d'action, puis ces moments aussi de réflexion, de retour dans le passé. On a aussi l'histoire d'amour d'Orso et Marie qui se tissent en parallèle de leur voyage. Donc, il y a plusieurs temporalités. Et ça, c'est un travail que moi, j'adore faire, en fait. Vraiment, c'est comment est-ce qu'on pense la structure d'un livre et comment est-ce que cette structure, elle va permettre, sans qu'on s'en rende compte, idéalement, de faire traverser en l'espace d'une semaine, presque l'espace de toute une vie, ou de plusieurs vies, ici, d'Orso et Marie. Et ça, c'est le plaisir de l'écriture qui se joue là. Et pour le coup, ceux qui n'ont jamais fait de road trip dans leur vie, c'est pas un voyage, un road trip. C'est pas un voyage, c'est pas un voyage où on prend l'avion et on part, des kilomètres bien plus loin, découvrir un pays ou autre. Le road trip, c'est des problématiques. C'est vrai, c'est la voiture qui pète, c'est on sait pas où est-ce qu'on va se doucher. Parce qu'en fait, peut-être qu'on dort... moi, j'ai déjà fait plusieurs road trips et plein de fois, je me suis posé des questions que je m'étais jamais posées auparavant et qu'on retrouve dans le livre. C'est de se dire, OK, où est-ce que je vais me doucher à un moment donné? Peut-être que je sais pas où je vais me doucher. C'est même pas où est-ce qu'on va manger, c'est où est-ce qu'on va se garer pour pouvoir dormir. Ouais. Enfin, c'est des questions qui, pour nous, on prévoit d'habitude, en fait. Quand on part en voyage, on sait l'hôtel où est-ce qu'on va aller, on sait l'endroit qu'on va visiter. Là, on sait rien. On voyage... comme dans la brume, en quelque sorte. Il y a une forme d'inattendu, et j'aime bien que tu parles de toutes ces choses très concrètes, très tangibles, en fait. Qu'est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on dort? Parce qu'en fait, pour moi, un roman, je cherche à ce qu'il y ait des échos que le lecteur puisse se retrouver accompagnant le personnage dans ces choses très concrètes qu'il a vécues. Et donc, en effet, qu'est-ce qu'ils vont manger? Est-ce qu'ils mangent une escalope milanaise dans un restaurant pseudo-italien en Moselle? Ou est-ce qu'ils s'arrêtent devant un distributeur automatique de pizza où ils mangent une pizza avec une peau, avec une pâte toute sèche et des fromages insipides, mais qui sera quand même la meilleure pizza de toute leur vie parce que dans ce Far West du Larzac, c'est le seul truc qu'ils ont trouvé pour manger. Donc ça, c'est des trucs que j'aime bien raconter et qui, à mon avis, sont importants, en effet, dès lors qu'on raconte quelque chose de l'ordre du road trip. Parce que, et aussi les hôtels, en effet, moi j'ai une grande passion pour les hôtels un peu de moyenne gamme. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si on a le droit de citer des marques, mais donc... Tu cites ce que tu veux, on sait très bien de quoi tu parles. Donc Ibis Budget, tout ce qui est Kyriade, des hôtels très, très particuliers parce que c'est des hôtels qui visent déjà à coûter assez peu cher. Donc et qui sont une sorte de gamme moyenne avec des gels douche ni odeur masculine ni féminine parce qu'il faut viser quelque chose de peu prégnant et donc voilà, Orso et Marie se retrouvent dans ce genre d'hôtel notamment, mais pas seulement. Et c'est un grand motif de la littérature, l'hôtel. Enfin, il se passe toujours des choses dans un hôtel. Exactement, c'est des lieux, en fait, l'hôtel, le carrefour, la route, en fait, c'est des lieux où il y a une possibilité d'histoire très grande dans les chambres d'un hôtel, mais aux différentes intersections d'une route aussi. Comment est-ce qu'on choisit sa route? C'est aussi une des grandes questions à laquelle Orso et Marie se retrouvent confrontés. C'est génial aussi l'idée de déplier une carte, quoi. Ouais. Tu vois, c'est de se dire à un moment donné, je suis dans ma voiture, je déplie une carte et je suis plus en train d'être sur mon portable, comme tu disais. Aujourd'hui, on sait tous où est-ce qu'on va, on sait exactement quel chemin prendre. Le road trip, c'est aussi de se dire on va prendre n'importe quel chemin, je sais même pas où je vais. Donc et s'il faut prendre plein sud, on prend plein sud et puis voilà. Et là, bizarrement, il y a un panneau de musée, le musée de l'amiante et du costume traditionnel, on met le clignotant à droite et on va se découvrir ce qui se passe. Et c'est vrai que je pense que ce qui caractérise le monde d'aujourd'hui, c'est le désir de prévoir. Enfin, on est dans un monde où tout est... on pourrait passer nos vies à aller de restaurants en lieu selon les notes qu'ils ont obtenues, selon la confiance qu'on en a. Et en réalité, c'est pas ça qui se passe, parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous échappe, y compris quand on a le désir de la maîtriser. Mais le road trip nous oblige
à se confronter à de la surprise. Et la surprise, c'est aussi la poésie, en fait. Parce que c'est Borges qui disait ça, qui dit, en fait, la surprise, la poésie, pardon, elle peut nous sauter dessus au coin de la rue n'importe quand. Et ça peut être un panneau de publicité absurde dans la rue, ça peut être quelqu'un qui nous parle dans un bar. Il y a de la poésie qui surgit, pour peu qu'on soit disposé à la laisser arriver, quoi. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant dans ton livre, c'est qu'il y a donc ces musées qui sont parfois des musées du trivial, la mine, les statues de cire à Lourdes, etc. Et puis il y a donc toutes ces scènes-là, ces scènes de concret, ces hôtels de moyenne gamme, ces pizzas. Et en fait, on se dit qu'il n'y a pas vraiment de raison de muséifier l'un et de ne pas muséifier l'autre, et que quelque part, par ton écriture, tu restitues à d'autres choses que celles qui ont été muséifiées leur beauté ou leur poésie, et que donc ton écriture, et ça peut peut-être être la matrice de ton projet littéraire, on parlera tout à l'heure de Georges Perros, mais c'est de restituer sa beauté et sa poésie à ce qui relève de l'ordinaire et du trivial. T'es d'accord avec ça ? Je me retrouve complètement dans ça. En fait, pour moi, la beauté, la poésie, elle est à la fois dans le grand sentiment très intense d'amour, de désespoir, mais elle est aussi dans le paquet de chips qu'on a mangé, dans la vaisselle qui traîne dans l'évier. Et en fait, à un moment, on peut réunir tout ça et le raconter. Et ça, ce grand écart, c'est la poésie. Et à mon avis, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Quand s'il n'y a pas de chips dans un roman, ou dans un poème, le poème et le roman est en danger de mort. Il n'y a pas mourir de faim, mais quand même, en fait, il faut qu'il y ait tout ça pour que ça soit vivant, parce qu'en fait, nos vies, elles sont traversées par ça. Elles sont traversées par les chips et par le désespoir et par des conversations politiques. Enfin, il y a tout. Et le roman, le poème aussi doit faire exister toutes les strates de vie. Il n'y a pas de raison qu'on ne mange pas ou qu'on ne pense pas non plus. Je veux dire, ça serait tout aussi absurde d'avoir un roman où les gens ne font que manger des chips. Et on s'ennuierait tout autant que dans un roman où on ne fait que parler de métaphysique. Et les gens pleurent aussi. Il y a cette très belle idée dans Autoportrait en chevreuil du portrait des larmes, c'est-à-dire de faire le récit, j'ai mis un petit marque-page, de faire le récit de tous les différents types de larmes de notre vie. Tu avais écrit, il faudrait faire un grand montage de toutes les scènes de larmes de notre vie, un grand défilé de sanglots, un long travelling sur notre rivière de larmes, et hop, ça serait réglé. On saurait à quoi s'en tenir, on pourrait se repasser le film. Et tu en refais un dans Voyage, Voyage pour Marie. Et d'ailleurs, il y a plein de correspondances dans ton œuvre, on pourra en reparler, mais ça t'est venu d'où cette idée du portrait en larmes? Et c'est quelque chose que tu veux réutiliser dans plusieurs bouquins. Comment ça s'était venu? C'est vrai que là, très, très clairement, c'est un motif qui revient et là qui aussi s'est imposé parce qu'Orso et Marie, ils sont dans un moment de grande sensibilité. Ils font face à ce deuil qui est un deuil très bizarre parce que c'est le deuil d'une potentialité. Le deuil d'un enfant à venir, en même temps il y a eu quelque chose de l'ordre de l'interruption de la grossesse et en même temps c'est quelque chose qui n'a pas vraiment existé. Et donc ils sont en ce moment de grande sensibilité, donc les larmes arrivent assez souvent. Et en même temps, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on remarque tous, c'est que nos larmes, elles sont elles sont liées, provoquées par tellement de choses différentes. Des larmes de joie, des larmes de désespoir, des larmes de fatigue. Et j'ai appris récemment d'ailleurs que des scientifiques américains, c'est toujours eux qui nous permettent de nourrir des anecdotes comme ça, ont découvert que les larmes, la nature biologique des larmes variait selon ce qui les avait causées. Ça veut dire que, je crois que c'est une histoire de protéines, mais alors en fait, je n'y connais tellement rien en biologie que là, je suis déjà très, très au-delà de mes connaissances biologiques, mais les protéines des larmes ne sont pas les mêmes si je me cogne le pied contre cette table basse, si je pleure devant un film triste, ou si je pleure parce que je suis fou de joie ou que je pleure de rire, et ça me semble tout à fait logique et cohérent en fait que ce ne soient pas les mêmes larmes. Ce motif-là des larmes traverse en effet ces deux romans et j'aime bien cette idée de mettre aussi de trouver des façons de traverser. J'ai à chaque fois très, très envie de fabriquer des petites théories dans mes livres qui sont toujours que j'essaie de rendre amusantes ou plaisantes, mais cette théorie des larmes en fait partie. Ouais.
Il y a des théories, d'ailleurs, il y a des figures, c'est bon, je le mentionne en passant, mais le chevreuil revient dans plusieurs livres, la Corse est très présente dans tes livres, la tarte aux herbes, qui est dans l'option légère et dans Te portrait en chevreuil, ce qui n'est pas commun, enfin moi je ne connaissais pas la tarte aux herbes personnellement. Il faut goûter la tarte aux herbes si vous allez en Corse, vraiment je Et il y a plein d'objets comme ça, ou de choses, ou de moments qui reviennent dans plusieurs de tes livres. Ouais, je crois que vraiment, certains disent qu'on écrit toujours le même livre. Alors je ne suis pas tout à fait d'accord parce que moi je change à chaque fois de forme et je cherche des formes variées, mais j'écris en effet avec les mêmes matières d'obsession, avec et donc une circulation, et aussi en me faisant à moi-même des clins d'œil et en jouant avec ça, tout en c'est un processus de variation. Mais ouais, donc il y a des circulations et je suis content qu'on les remarque, mais je cherche pas forcément à ce qu'elles soient remarquables, mais voilà, j'écris à partir de tout ça, et puis j'écris aussi à partir de moi ce que j'ai vécu, donc je pourrais pas complètement faire des livres où l'univers soit peuplé d'autres objets, d'autres obsessions, quoi. Les amis, je vous rappelle qu'on est en interview avec Victor Pouchet. Si la vidéo vous plaît ou l'audio vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, n'hésitez pas à nous mettre une petite note aussi. Évidemment, à partager cette vidéo un maximum. Je vous rappelle qu'on parle de Voyage de Victor Pouchet aux éditions Gallimard. Un livre qui parle d'un road trip à la fois d'amour, de diversion et aussi de découverte de certains musées. Peut-être bientôt le musée des larmes aussi, peut-être, hein, qui sait. Hein, on aura difficile à exposer, mais difficile à exposer, mais aujourd'hui on est capable de tout. J'aimerais passer sur une autre partie qui est tes influences, les influences littéraires. Je pense que tout livre naît forcément d'un autre livre, qui lui-même naît d'un autre livre, qu'on se construit un petit peu tous comme ça. Quels sont pour toi le ou les deux auteurs, autrices qui ont une influence énorme dans ta création littéraire ? Évidemment, c'est très difficile d'en choisir deux parce qu'il y en a toute une galaxie, mais je dirais qu'il y a un auteur et un livre qui est fondateur, qui traverse tous mes livres et dont je pense qui est central, c'est Homère et c'est l'Odyssée. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je cherche à faire un livre, je retombe dans les pieds d'Ulysse qui va d'île en île ou ici de musée en musée et qui à la fois fuit quelque chose mais tente de regagner son propre chemin. Et donc je fais des livres qui sont très souvent dans un cercle assez restreint, en Bretagne, en Normandie, là tout autour de la France, mais où je me rends compte que y a quelque chose d'une grande aventure, d'une grande odyssée qui se joue. Et d'ailleurs qui peut aussi se jouer au supermarché. Parfois je me retrouve à hésiter il y a tellement de shampoings au supermarché ou de gel douche que je me retrouve à hésiter entre deux shampoings et j'ai l'impression d'être Ulysse qui est entre Charybde et Scylla. Bref, ça c'est un peu des délires peut-être, mais qu'en tout cas Ulysse est la figure d'Ulysse, de l'épreuve, et aussi de ce qui se joue dans un roman comme ça qui est vraiment incroyable, parce qu'en fait Ulysse, on pourrait croire qu'il est très loin de nous, Circé, les monstres, les lotophages. En fait, on se rend compte que nos vies, elles ont toutes une forme d'odyssée. Elles ont toutes, on rencontre des moments où on pourrait se plonger dans l'oubli, comme sur l'île des lotophages. On rencontre il y a des dieux et des déesses qui viennent parfois nous soutenir. On est parfois sur le rivage, on doit se reconstruire un bateau. Et donc ce roman, il y a un auteur, Queneau, qui disait que toute la littérature pouvait être rapportée ou bien à l'Odyssée d'Homère ou bien à l'Iliade. Et donc l'Odyssée, c'est des romans du temps plein. On va d'île en île. Et l'Iliade, c'est des romans du temps perdu. Donc où on attend que la guerre redémarre, on attend de se battre. Je pense que dans Voyage, il y a à la fois quelque chose de l'Odyssée et aussi quelque chose du temps perdu, parce que qu'est-ce qu'on cherche à construire, comment est-ce qu'on devient adulte, enfant, c'est des questions qui traversent le livre. Puis il y a l'idée du départ, c'est-à-dire que là, ils quittent quand même leurs conditions, en quelque sorte. Ils quittent leurs conditions pour fuir leurs problèmes et pour se découvrir eux, découvrir leur amour, se relancer dans une nouvelle vie. Et puis, on termine sans terminer, mais on a quand même cette idée du retour. Et que aussi l'Odyssée, c'est surtout le voyage d'un retour, et un retour qui met un temps fou, en fait, au final. 10 ans de retour, dont 7 ans avec Calypso, ce qui n'est pas des moindres. Elle a bon dos l'Odyssée quand tu bouges pas de ton île pendant 7 ans. Est-ce que
Tu as déjà envisagé peut-être, je ne sais pas, c'est une supposition, une théorie, vu que tu aimes faire des théories, de tous les livres que tu fais, dans ta création littéraire, est-ce qu'il n'y a pas ce Ulysse qui essaie de re-rentrer chez lui, qui passe de livre en livre, comme Ulysse passerait de d'île en île, pour aller explorer différents thèmes, parce qu'en fait, quand je vois la diversion, le livre qui est un livre du divertissement, pour moi, c'est l'autophage. Enfin, j'ai cette idée de, tiens, l'opium que tu vas voir pour ne pas rentrer chez toi, que tu vas prendre pour ne pas rentrer chez toi, mais qui va t'apaiser de toutes tes souffrances, par contre. Peut-être que tu peux nous raconter d'ailleurs cette histoire de l'autophage, parce que je ne sais pas si tout le monde a l'histoire en tête, mais tu en fais quelque chose de vachement imagé dans Voyage Voyage. En fait, l'île des Lotophages, c'est cette île qui semble un peu paradisiaque, où les habitants mangent des fleurs de lotus. Et donc, Ulysse et ses compagnons arrivent sur cette île et ils s'apprêtent parce qu'ils sont évidemment toujours affamés. Enfin, c'est le problème principal qu'on trouve pas de station-service ou acheter un sandwich triangle ou qu'on soit Ulysse à bord de son navire. On galère toujours à trouver à manger. Et donc, ils ont envie de manger ces fleurs de lotus, sauf qu'en fait, ces fleurs de lotus, elles sont à la fois extrêmement apaisantes, mais très dangereuses, puisqu'elles provoquent l'oubli de toute sa vie et de tout son être, et donc une perte d'identité. C'est toujours ça le risque qui se joue dans l'Odyssée, c'est à la fois avancer dans son voyage, mais se perdre soi-même et retrouver son identité. C'est aussi ce qui travaille Ulysse, c'est qu'est-ce qu'il va faire, qu'il va rejoindre son île et se retrouver lui-même roi d'Ithaque à Ithaque. Et ce qui m'intéresse dans ce parcours, tu parlais de retour, c'est vraiment ça, c'est que Ulysse, il arrive 10 ans plus tard, et ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive et que, évidemment, à Ithaque, tout a changé. Et lui-même a changé. Et en fait, ce qui est intéressant dans un roman, qu'on parte une semaine comme Orso et Marie, ou 10 ans comme Ulysse, c'est que quelque chose se joue, et parfois on s'en rend compte aussi dans nos vies, en une journée, en une heure, eh bien on est un peu différent de ce qu'on était au début. Et en fait, un roman, à mon avis, existe dès que quelque chose se joue de ce petit décalage. On a un peu grandi, on a un peu vieilli, ou alors, à l'inverse, on a un peu rajeuni. Et c'est ces mouvements-là que j'essaie de raconter. Qu'est-ce qui se transforme à l'intérieur de personnages dans le temps d'un roman. Et là, entre mes livres, oui, je pense que chacun de mes livres sont des étapes d'un parcours dont je ne connais pas la fin et qui me changent, qui me font devenir un peu différent et je pourrais, c'est un peu comme des jalons, quoi. Si je regarde ma vie, je dis oui, à tel moment j'ai écrit tel livre, ça correspond à mes obsessions, à mes travers, il y a tout, je mets tout ce que j'ai à un moment dans un livre, c'est énormément de travail, c'est une concentration totale, donc ouais, on ne peut pas y lire toute ma vie, mais c'est des étapes très, très fortes de ma vie. Ce que j'ai, le truc que je trouve extrêmement intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que ça déplace quelque chose en nous. Moi, je vois la question principale que je reçois aujourd'hui, toi qui as été enseignant en littérature aussi, j'imagine, c'est à quoi ça sert en réalité de lire. En fait, tout doit servir à quelque chose. À quoi ça sert de le lire? Alors concrètement, ça ne va pas te servir à traverser la rue, mais comme tu viens de le dire, tu ne vas pas la traverser de la même manière. Ouais. Tu vas traverser différemment. Donc, quel serait pour toi l'intérêt aujourd'hui de lire un Homère, de lire, comme tu vas nous en parler après, un Pérosse? Quel est cet intérêt-là pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a? Alors évidemment il y en a un, parce que dans les livres qui nous transforment, il y a aussi les livres qu'on lit. Et à mon avis, les livres qu'on lit, ils nous font accéder en fait à des choses qu'on aurait imaginées. C'est-à-dire c'est une sorte d'école de l'attention. En fait, on se met à regarder des choses, à entrer dans la vie de personnages, de personnes, à comprendre des émotions, à accéder à des pensées auxquelles on n'aurait jamais accédé par un autre moyen que par celui de la lecture, ou auxquelles on n'aurait jamais accédé aussi profondément que par la lecture. Parce que, en fait, dans un livre, il y a de la surprise permanente, de la surprise de ce que c'est qu'une histoire d'amour, ce que c'est que cette émotion que j'avais jamais imaginée, ce que c'est que ce rapport au quotidien que j'avais jamais imaginé avant de lire, je sais pas, Madame Bovary de Flaubert, ou ce que c'est que cette aventure, ce choix de l'absurde dans l'aventure que j'avais jamais imaginé avant de lire Don Quichotte. Donc en fait, on trouve, c'est vraiment une sorte de réflexion, c'est un savoir. On trouve en fait dans les livres et dans les romans, on trouve du savoir, mais un savoir de l'ordre non théorique. C'est-à-dire on trouve un savoir de l'existence. On trouve
comment est-ce que... et c'est pas un savoir qu'on va pouvoir suivre, évidemment, comme en appliquant un manuel, en disant, bah voilà, j'ai vu que dans tel roman, il fallait faire ça, aller dans des musées pour aller mieux et tout ça. Non, évidemment. Mais on trouve une vision du monde, un rapport au monde, je pense, qui peut nous changer radicalement. En plus, évidemment, des quelques heures de plaisir qu'on a à ne plus être en soi-même, enfermé avec ses problèmes et ses trucs, et accéder à d'autres lieux et à d'autres pensées. La deuxième influence, après Homère, je suis un grand fan d'Homère et de l'Odyssée, donc je suis très très content qu'on puisse en parler. Il y aurait tellement de choses à dire, même sur comment les Grecs, le fait Odysseus, le fait de l'avoir appelé d'une certaine manière et pas d'une autre, le rapport à l'identité avec c'est pas les cyborgs, c'est comment est-ce qu'ils s'appellent, les cyclopes. Merci. Moi, je suis dans le transhumanisme déjà. Il y a un lien presque entre cyborgs et cyclopes, c'est assez cool. C'est un peu ça. Il y a Georges Perros. Ouais, Georges Perros, alors c'est un poète qui a écrit aussi des notes, des papiers collés, mais son œuvre poétique, elle est constituée de 2 ouvrages, Poème bleu, pardon, et Une vie ordinaire. Et Une vie ordinaire, c'est un livre qui m'a complètement, qui est un des livres les plus présents dans mon esprit, dans ma vie, qui m'aide à vivre. C'est son autobiographie en octosyllabes. Et c'est quelque chose où il recueille toute sa vie, son rapport à l'amitié. Il dit « Vivre est assez bouleversant ». Et c'est ça qu'il y a dans ses poèmes. C'est tous les bouleversements de la vie amoureuse, la vie professionnelle, la vie de poète, la vie d'homme tout simplement. Et la poésie de Perros, en fait, elle est présente à la fois pour moi dans ma tête, parce que à force de le lire, mais à force de lire aussi d'autres poètes, à force d'écouter des chansons à la radio, j'ai presque tout le temps, moi, des vers dans la tête. Mais des vers de Villon, de Perros et aussi de Balavoine, de Frédéric François, de Maître Gims. Donc ça fait un jukebox très bizarre où on passe de Je t'aime à l'italienne au pendu de Villon à Perros. Et en fait, toute cette poésie qu'on a en tête et nos propres phrases aussi, c'est à partir de ça qu'on écrit. Ça veut dire qu'à un moment, je me mets à écrire et forcément, tout ce que j'ai en tête, tout ce que j'ai lu, ça s'infiltre dans les livres. Ce qui fait qu'il n'y a pas un seul de mes livres où Perros n'est pas présent par un mot, par une expression, parce que, non pas que je le plagie, mais parce que pour moi, il a formulé des choses qui sont tellement parfaites que je dois les faire réapparaître, ou en tout cas que quand je les écris, Perros est là derrière mon dos ou derrière ma main et vient m'aider à les écrire. Et donc voilà, j'ai grande admiration, comme un sentiment de fraternité pour lui. D'ailleurs, c'est marrant sur le fait que tu cites Georges Perros dans chacun de tes livres. Moi, quand tu viens de citer la phrase « La vie, c'est bouleversant », Vivre est assez bouleversant. Vivre est assez bouleversant. J'ai immédiatement pensé à Autoportrait en chevreuil, où c'est Avril qui écrit exactement la même chose. Vivre est assez bouleversant le 18 mars. Voilà. En fait, donc ça infuse vraiment tout ton œuvre. En l'occurrence, je me souvenais plus de ce passage, mais ça m'étonne pas. Non, je ne peux pas maintenant mentir. C'est de Perros. Perros est là à travers le personnage démasqué. Ouais. J'assume complètement. Mais dans Option légère, d'ailleurs, tu fais 2 poèmes pour parler de Georges Perros. Ouais, je consacre à Perros des poèmes parce que je vais à Douarnenez. Perros est un homme vraiment qui a une vie très, très étonnante. Il était d'abord acteur à la Comédie Française, parisien, et il a quitté Paris, quitté toute sa vie pour s'installer au fin fond de la Bretagne, à Douarnenez, tout au bout du Finistère. Et pour vivre une vie quand même assez ascétique, d'écriture de poèmes, de lecture de fiches pour Gallimard, et de travail, de grand lecteur, c'est un homme qui s'est consacré à la littérature, qui s'est consacré aussi à écrire avec ses amis écrivains. Donc il a une œuvre aussi d'épistolier très importante. Et voilà. Tu écris quand même cette phrase que je trouve assez dingue. On parlait du pouvoir de la littérature et de pourquoi il faut lire. Dans ce poème, dans l'Option légère, tu conclus en écrivant « Je me dis parfois que c'est l'homme qui m'aide le plus fort à vivre et à écrire. C'est beaucoup. » C'est dingue que ça infuse comme ça toute ta vie. C'est beaucoup, et en fait, il y en a d'autres aussi. Là, il y a Perros, et je pense qu'il sera toujours présent, mais on se rend compte que
En lisant des livres, on trouve des gens qui nous aident à vivre, vraiment. On trouve des voix, et c'est parfois des voix... c'est la voix d'Homère qui est si loin de nous et en même temps si proche, et ça peut être aussi la voix d'un romancier qui est notre contemporain et qui aura formulé la vie d'une façon qu'on n'avait jamais pensé, mais on se retrouve complètement. Moi, je prends très souvent des notes quand je lis des livres. Je pense que ça doit aussi être votre cas. Je note des citations, je note des idées, parfois je note juste un mot. Et quelques temps après, je les relis. Alors évidemment, je note d'où elle vient, mais parfois je me dis « Ah, cette phrase, en fait, elle pourrait être de moi. » Et je sais qu'elle n'est pas de moi, mais en fait, elle a été... je l'aime tellement, je m'y retrouve tellement qu'en fait... c'est ce qui s'est passé, c'est que j'aurais pu le dire, j'aurais aimé peut-être le dire, et donc elle fait partie de moi. Et donc c'est cette correspondance d'âme très bizarre qui peut avoir lieu avec une romancière du XVIIe ou avec notre voisin de palier qui lui aussi écrit des livres. Et ça, c'est une fulgurance que peu d'arts peuvent créer. C'est vrai. Pour terminer, passer sur la dernière partie, on va faire les d'accord, pas d'accord. C'est-à-dire que c'est un petit jeu, ouais. D'accord ? D'accord. Bon, ça commence bien. Sinon, là, je romprais l'effet, c'est un peu cruel. Je vais te donner des citations. L'objectif, c'est que tu me dises si tu es d'accord ou pas d'accord avec elles. Et aussi, pourquoi, évidemment. L'objectif, c'est de savoir... Oui, ça ne me suffit pas. En numéro 1, Albert Camus dit « Se fuir, c'est toujours courir vers sa perte ». Pas d'accord. Je sais pas dans quel contexte il dit ça. Non, pour moi, impossible de ne pas se fuir. Vouloir être soi est une sorte d'ambition très contemporaine, mais très bizarre, dans laquelle j'arrive pas jamais à me retrouver. On a besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passe, d'éviter de rester ancré dans ses propres obsessions, même s'il faut les nourrir. Et donc non, fuyons-nous, puis revenons, faisons des tours, faisons des tours sur nous-mêmes, des saltos arrière, des saltos avant, mais rester, pas d'accord avec Albert. Ça me fait penser à autre chose. Cette fameuse phrase de Blaise Pascal qui dit « Le malheur des hommes vient de ne pas savoir rester dans leur chambre, grosso modo, sans divertissement ». Exactement. Pour toi, ce serait peut-être plus le bonheur des hommes. C'est de ne pas savoir Disons que rester... ce que reconnaît Pascal, c'est que l'homme, de toute façon, ne peut pas faire autrement. Parce qu'en effet, rester dans sa chambre, on s'en rend bien compte. On est agité. Notre menace permanente, c'est l'ennui, c'est la routine. Et aujourd'hui, on a plein de moyens de fuir la routine, les écrans, le voyage, la dispersion. Alors évidemment, on a l'impression que c'est un risque parce qu'on a l'impression de ne rien tenir, de ne pas aller au bout des choses. En même temps, je pense qu'on ne peut pas faire autrement et autant vivre ces dispersions, vivre ces distractions de façon apaisée. De voir qu'en fait, c'est pas si mal de changer de sujet, c'est pas si mal d'aller faire des choses très gratuitement, de s'amuser d'un rien, de choper un détail et de cliquer de fiche Wikipédia en fiche Wikipédia jusqu'à se retrouver sur la récolte des artichauts en Espagne. Ça nous servira peut-être à rien, mais on en saura un peu plus sur un truc très particulier. Et donc je pense que cette diversion, ce divertissement, on ne peut pas faire autrement. Ça serait avoir un trop grand espoir en notre propre capacité de concentration, de croire qu'on pourrait se concentrer totalement. Il y a des gens, il y a même des molécules qui nous promettent ça. Vous allez faire ça et vous allez écrire toute la nuit, vous allez bosser, vous allez devenir des... À mon avis, c'est à la fois dangereux et triste, en fait, parce que notre vie, c'est le disparate, c'est la fantaisie, on passe d'un truc à l'autre. On est très sérieux, puis on est très léger. Et s'il n'y a pas les deux, c'est pas la vie, en fait. Parce que c'est ce mouvement-là qui est justement le mouvement de l'existence. Surtout qu'on voit aujourd'hui les discours des grands entrepreneurs à réussite qui disent « Moi, je me lève à 4h du matin, je vais faire mon sport pour pouvoir être le plus performant possible, travailler pendant 12 heures dans la journée non-stop sans m'arrêter une seule seconde. » C'est terrifiant. Et prendre 1000 compléments alimentaires pour ne jamais pouvoir toujours rester concentré. Il n'y a pas de temps perdu, mais il n'y a pas de vie. En fait, vraiment, c'est la terreur d'une vie consacrée à la performance qui, en fait... qui est pour moi une vie perdue. Enfin, c'est un peu des phrases comme ça trop grandes pour moi, mais quand même, l'envie, le désir là, de
de prendre des outils pour lire très vite un livre pour connaître son contenu, de s'entraîner, voilà, tous ces trucs-là, c'est antithétique avec ce qu'est une vie heureuse, ou est-ce que c'est le surgissement de la surprise, une journée sans surprise, c'est une journée d'ennui. Donc peut-être que ces gens-là sont efficaces, performants, productifs, mais je pense qu'ils sont peut-être un peu tristes. Nicolas Bouvier, dans l'usage du monde, dit « On croit faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait ». Ouais, c'est une grande citation sur le voyage, oui, qui est très forte et qui me semble pour le coup très juste. Donc il y a quelque chose qui échappe dans le mouvement du voyage. C'est ce que je disais tout à l'heure sur ces personnages qui bougent un peu ou beaucoup. On devient autre, et l'exemple d'Ulysse, là aussi, Ulysse qui n'est pas reconnu quand il arrive de son très long voyage, pas simplement parce qu'il a vieilli, c'est une part, mais aussi parce que on est toujours autre, mais en fait on est aussi toujours autre quand on reste sur place, et qu'en fait on voyage. Il y a aussi des voyages qui sont des surplaces, ou qui sont des très petits mouvements. Vous savez, il y a ce voyage autour de ma chambre de Mestre. Quelque chose se joue si on voyage, ou si on bouge très peu, parce que notre imagination bouge pour nous et nous défait. Donc notre être sait que quelque chose change en permanence. Et à partir de quand est-ce que pour toi est-ce qu'on voyage ? Est-ce qu'on voyage à partir du moment où on est parti, ou est-ce qu'on voyage à partir du moment où on a le désir de partir ? Non, je pense que le désir de partir est déjà de l'ordre du voyage, parce qu'on voit bien ça, on est dans l'imagination d'un voyage, dans ses étapes, dans la fabrication d'une histoire. Et après, le voyage, très souvent, ça correspond à confronter notre idée du voyage avec le voyage qu'on fait. Et parfois, justement, ça provoque des déceptions, parce que j'avais imaginé que j'allais voir ça, que j'allais être frappé par ça, et en fait, on se rend compte qu'on n'est pas frappé, ou qu'on est frappé par autre chose, qu'on est surpris par autre chose. Donc non, oui, la surprise fait partie du voyage. Ouais. Péchoa, dans le livre de l'intranquillité, dit « Voyager, c'est sentir qu'on existe ailleurs et parfois mieux qu'en soi ». Qu'on existe ailleurs, ouais. Il y a ce rêve de l'ailleurs qui anime les voyageurs. C'est ce qu'on retrouve aussi dans le poème de Baudelaire, Le Voyage. Cette idée que on veut sortir de cet ennui, de cette incuriosité, de ce truc, et on se dit il y a quelque chose de nous qui va être plus fort ailleurs. Je serais plus heureux à Tahiti ou en Islande que je ne suis ici. À mon avis, c'est un peu illusoire. Ça veut dire, il y a un autre poète que j'aime bien qui s'appelle Guy Vic qui dit il n'est pas d'ailleurs où guérir d'ici. On ne change pas, évidemment, on ne laisse pas ses obsessions, ses inquiétudes dans son appartement une fois qu'on ferme la porte pour partir. Mais en tout cas, on est animé par cet espoir, et cet espoir vaut quand même qu'on tente le coup, quoi. Peut-être que quelque chose va se jouer, que je vais me laisser modifier aussi par un environnement. C'est ça aussi qui anime le voyage. Je vais me laisser modifier par le musée des poids et mesures, ou le musée des gendarmes et du cinéma. Quelque chose va bouger, ou quelque chose au contraire va me rappeler que ce à quoi je tiens, c'était ça. Et se laisser prendre par le monde. Il y a quelque chose dans Voyage. Orso et Marie roulent d'abord dans une Renault 21 Nevada, puis par une série de rencontres, ils roulent dans une voiture décapotable. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rouler dans une voiture décapotable. Ça m'est arrivé quelques fois. D'un coup, le monde se met à exister très fort. On a des odeurs, on a un truc en 360, on a des sons, on a quelque chose qui nous sort aussi de nous-mêmes, de l'habitacle de nos vies. Et le voyage, en général, est de cet ordre. Quelque chose du monde vient exister très fort, et on le laisse exister plus que d'habitude, parce que en fait on peut faire un voyage là juste rue de l'Odéon, ou en sortant de chez soi n'importe où, parce que on ouvre les yeux à ce monde comme s'il était étranger, inconnu, et être capable
de se projeter dans un espace connu comme s'il était inconnu, c'est aussi ce que nous propose le voyage. C'est peut-être parce qu'il était accro à ça ou qu'il espérait encore et toujours être changé qu'Ulysse a mis tant de temps à rentrer. Et d'ailleurs, j'ai presque envie de reprendre ton format pour te demander si tu es d'accord avec cette question / affirmation d'Orso qui dit est-ce qu'Ulysse n'a fait que retarder son retour ? Est-ce que le voyage d'Ulysse n'est qu'un prétexte pour ne pas rentrer ? Moi, c'est ma conviction, en effet, c'est que l'Odyssée, c'est pas simplement le voyage de quelqu'un qui n'arrive pas à rentrer chez lui, mais c'est le voyage de quelqu'un qui ne veut pas rentrer chez lui et qui cherche des détours parce que rentrer chez lui directement serait moins puissant, ne produirait pas toutes ces aventures qu'il a envie de vivre. Et je pense qu'on cherche tous des détours, sauf pour ces influenceurs dont tu parlais qui veulent aller tout droit au but. Mais non, en fait, on cherche des détours. Il y a ce groupe des situationnistes dans les années 70 qui s'était rendu compte que pour aller de chez soi à son travail, eh bien, très souvent, on prend le même chemin. Là, ils avaient pris l'exemple d'une jeune fille qui était étudiante et qui faisait un trajet entre chez elle, son cours de piano et son université. Et ils se sont dit qu'il fallait, pour pouvoir connaître la ville, pouvoir se laisser ouvrir à des choses nouvelles, organiser ce qu'ils appelaient des dérives. Ça veut dire ne pas passer par le même chemin. Et donc, il y a plein de façons de dériver. Par exemple, on décide de prendre à chaque fois la rue qui part par la gauche, ou on décide de suivre une couleur dans la rue en disant je vais suivre dans la rue, je sais pas, les choses de couleur verte ou rouge, et ça va m'entraîner dans des endroits que je ne connaissais pas, et ça va aussi me faire regarder des choses que je ne connaissais pas. Et moi, j'aime bien parfois me laisser entraîner comme ça dans des dérives, qui crée des brèches. En fait, c'est la même ville, c'est les mêmes rues que je connais, mais d'un coup, cette brèche que je choisis en me disant je vais suivre quelqu'un de façon non de loin et sans agressivité ni menace, mais je vais suivre quelqu'un, je vais me mettre dans les pas de cette personne. Si quelqu'un vous suit, voilà, c'est sûrement Victor Pouchet, faut pas mais ça sera vraiment pour vivre une aventure, donc ne vous inquiétez pas. Et d'un coup, on va visiter une ville à travers les yeux de quelqu'un d'autre ou à travers un objet qu'on suit. Et ça, c'est très riche parce que ça bouscule le réel. Complètement. Donc, si vous voulez ce soir tenter une nouvelle expérience, choisissez un nouveau chemin pour rentrer chez vous du travail, pour venir dériver complètement. Est-ce que tu es d'accord avec Jean-Paul Sartre lorsqu'il écrit « L'essentiel, c'est la contingence ». Je veux dire que, par définition, l'existence n'est pas la nécessité. Être, c'est être de trop. Ouais, j'ai l'impression là vraiment que ça là, on est parti. Ça on y est en terminale bac de philo et j'ai l'impression là d'être interrogé par le prof et de pas savoir les angoisses qui montent là. Qu'est-ce que tu nous fais Sartre, ça ouais, donc non, être, c'est être de trop. C'est vraiment là-dessus que j'aimerais m'attarder. Parce que, tu vois, pour donner une petite anecdote, moi j'ai vécu longtemps en Indonésie et récemment je reviens tout juste de 3 mois à Bali et les locaux disent c'est Bali Lost. Ils appellent Bali Lost parce que tous les expats qui viennent, tous les touristes, sont souvent des gens qui sont complètement perdus et qui pensent que d'aller à Bali, ça leur permet de pouvoir retrouver leur existence, de pouvoir être. Et le truc qu'on retrouve souvent là-bas, c'est être. Être à Bali, c'est être dans le moment, c'est toujours cette tentative de vouloir exprimer son identité à travers l'instant, là où pour Sartre, être, c'est toujours être de trop. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça ? Ouais, cette question de l'intensité du présent, elle est... Là, jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé de la surprise, de de rechercher le merveilleux, quelque chose de... Et en même temps, je vois que nos joies, elles viennent aussi des répétitions. On est content de refaire les mêmes gestes tous les jours. On est content de se servir un café et de prendre sa tartine avec la même confiture de myrtille qui nous rassure. Et que l'idée de la nouveauté est aussi il y a aussi un piège. Il y a aussi un piège de se dire qu'on ne peut être heureux que dans des expériences nouvelles, intenses, d'un présent absolu. À mon avis, il y a une grande joie à trouver dans la routine. J'ai l'impression là vraiment que je suis en train de défaire tout ce que j'ai défendu jusqu'à présent, mais non, les deux ne sont pas incompatibles. En fait, à mon avis, alors moi dans être de trop, j'entends peut-être quelque chose que ne dit pas Sartre, mais l'impression que
que le monde nous est étranger, l'impression d'une distance. Moi, j'ai très souvent cet effet-là. Parfois, j'ai l'impression d'être bien là où je suis, de discuter avec des gens, d'être à ma place. Et très souvent, je me retrouve dans des lieux et j'ai l'impression de ne pas comprendre, d'avoir le sentiment d'une étrangeté totale, de ne pas être de ce monde. Et du coup, l'écriture, là, me permet de noter ça, la distance que j'ai, l'incompréhension. Et je vois des gens... je sais pas, faire la fête dans un mariage et j'ai l'impression d'assister à une cérémonie rituelle d'un peuple très lointain que je ne comprends pas parce que ça m'échappe. Donc je me sens de trop. Où je me sens inadapté. Mais on est tous comme ça en fait. On se sent parfois présent et absent et il faut accepter ces deux états. Et dans l'absence, on est bien aussi. C'est bien de s'absenter du monde. Ouais, complètement. Du coup, c'est le livre de Victor Pouchet, Voyage aux éditions Gallimard. On a passé un excellent moment. Je pense que je me trompe pas à utiliser le pluriel. C'était vraiment excellent. Ce sur quoi j'aimerais terminer, c'est que vu que tu nous as beaucoup parlé de la dispersion, tu sais, du fait aussi de voyager en prenant de nouveaux chemins, on va en réalité continuer l'interview, mais dans le sens inverse. Donc là, on va commencer de la fin pour repartir vers le début. Et du coup, vous invitez à aller vous procurer ce livre. Vous avez tous les liens en description, toutes les informations. Encore une fois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous rapprocher des événements de Victor Pouchet si jamais tu fais des conférences, des rendez-vous littéraires ou autres dans les librairies autour de chez vous. Je vous mets toutes les informations en lien. Et encore une fois, je te remercie infiniment pour ta présence. Je passe un excellent moment.